Si on veut penser différemment, il faut qu'on crée des programmes qui permettent de penser différemment et donc d'aller chercher des cerveaux, d'aller chercher des expertises que la DGA n'a pas forcément pour lui permettre de penser hors du cadre. D'où l'idée d'Emmanuel Kiva à l'époque de dire on va aller chercher des auteurs de science-fiction pour faire une Red Team, donc une équipe de méchants, pour penser les pires menaces pour la France et pour sa défense. Donc ce scénario, on a essayé d'imaginer la naissance d'un État pirate, donc constitué de migrants climatiques qui vont se regrouper sur des espèces de villes flottantes. Avec un hymne et un drapeau. Et avec un hymne, un drapeau et même une chanson. Alors on va peut-être se dire, tiens, ça c'est complètement farfelu. Ok, et puis on va s'apercevoir finalement dans 10 ans, non, c'était bien de l'avoir vu. Qu'on est en présence en fait d'objets qui sont de plus en plus nombreux et qui présentent, on va dire, des potentiels de rupture systémique énormes. Il y a une focale commune à ces scénarios, c'est l'accès aux ressources. Parce que dès qu'il y a, on va dire, une dissymétrie dans l'accès aux ressources, il y a une conflictualité qui va en découler, tout simplement parce qu'il y a une course à la maîtrise de cette ressource, et qui dit conflictualité, dit intervention militaire. Bienvenue dans le Greenator Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous réalisons un podcast en partenariat avec l'Observatoire Défense et Climat et son podcast sur le front climatique. Pour anticiper les conflits de demain dans un monde en proie au chaos climatique, l'armée a créé l'initiative Red Team Défense, un programme réunissant des auteurs de science-fiction, des scientifiques et des militaires, avec pour objectif d'imaginer les menaces pouvant mettre en danger la France et ses intérêts à l'horizon 2030-2060. Pour échanger autour de cette initiative unique, nous avons le plaisir d'interviewer aux côtés de Julia Tass, co-directrice de l'Observatoire Défense et Climat, des membres de la Red Team Défense. Virginie Tournet est autrice de science-fiction et professeure de sciences politiques au CNRS et à Sciences Po. Et le lieutenant-colonel Jean-Baptiste Collat, ingénieur centralien de formation, conseiller au cabinet du délégué général pour l'armement et coordinateur du projet Red Team Défense, devenu le programme Radar. Bonjour Virginie. Bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Petite question pour les néophytes que nous sommes, qu'est-ce que la DGA, donc la Direction Générale de l'Armement? Quel est son rôle aussi au sein du ministère des Armées? C'est vrai que c'est une direction qui n'est pas forcément très connue du grand public. Alors la Direction Générale de l'Armement, c'est une direction qui fait partie des grands subordonnés du ministère des Armées. Vous avez l'État-major des Armées, la Direction Générale de l'Armement et le Secrétariat Général pour l'Administration. Donc la Direction Générale de l'Armement, elle a pour mission principale d'équiper les forces armées. C'est elle qui fait les bateaux, les chars, les avions, qui permettent aux armées de mener le combat. Donc elle écoute l'expression du besoin des armées et elle réalise, grâce à des grands maîtres d'ouvrage qui sont les industriels de défense, les systèmes d'armes qui permettent aux armées de mener la guerre, de gagner la paix de demain. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la DGA, c'est quelque chose d'unique au monde. Donc ça a été lancé en 1961 par le général de Gaulle dans le but que la France acquiert l'autonomie stratégique en termes de dissuasion nucléaire. Et depuis, elle a bâti cette autonomie stratégique sur énormément de secteurs, jusqu'aux secteurs les plus modernes, comme aujourd'hui l'intelligence artificielle, le quantique. Et la devise de la DGA, c'est forger les armes de la France. Donc on voit bien ce côté manufacturier, industriel, fort, et technologique, et de science, qui sont au sein de la DGA. C'est aussi plus de 9000 personnes, moi c'est ce que j'ai lu, je sais pas si les chiffres sont à jour, c'est beaucoup d'ingénieurs, c'est concrètement qui travaille à la DGA? Ce sont des ingénieurs, ce sont aussi beaucoup de techniciens, beaucoup de gens qui ont eu une expertise professionnelle extrêmement importante, qui sont dans les centres d'essai, et qui permettent justement de tester des radars, de tester des missiles, de tester les avions, les moteurs d'avions de demain. Et donc on a aujourd'hui au sein de la DGA toute cette expertise extrêmement diverse, qui est dans le monde de l'ingénierie, qui est dans le monde des sciences et des technologies, dans le monde de la recherche également, et puis le monde technique, voilà, la technicité très très importante. Dans les missions de la DGA, vous avez également le soutien à l'exportation de défense. Voilà, donc vous avez toutes les relations internationales et le lien avec les pays en termes justement de transfert de technologie ou de travail sur les sujets d'acquisition d'équipements de pointe. Vous avez également le soutien à la base technologique industrielle de défense. Donc là, vous allez retrouver un soutien fort, alors à la fois aux grands maîtres d'œuvre qu'on connaît, Dassault, Thales par exemple, mais aussi plus de 26 000 PME et ETI qui tissent ce réseau d'industriels de défense, et ça représente à peu près 200 000 emplois en France. Donc on voit l'importance aujourd'hui de l'industrie de défense pour la France. Et puis d'autres missions importantes, le cyber, la dissuasion qu'on a évoquée tout à l'heure, et l'anticipation stratégique,
qui est la deuxième mission de la DGA, et je crois qu'on est là pour ça aujourd'hui, parler d'anticipation et comment la DGA voit sur le temps long et anticipe les ruptures de demain. Oui, justement, j'allais poser la question parce que quand on entend parler de technicité, de science, on se doute que ça peut avoir un lien avec les nouvelles technologies, mais pourquoi avoir créé la Red Team? Peut-être aussi faire une chronologie de la différence entre la Red Team et Radar, voilà, et pourquoi au sein de la DGA? Alors, quand Emmanuel Kiva, qui est l'actuel délégué général pour l'armement, a pris ses fonctions au ministère des Armées, et à l'époque, il a créé l'Agence de l'innovation de défense en 2018, eh bien, on s'est dit, si on fait une agence d'innovation de défense, c'est bien pour penser différemment et faire les choses autrement de comment elles étaient faites avant. Et l'idée était de dire, mais si on veut penser différemment, il faut qu'on crée des programmes qui permettent de penser différemment et donc d'aller chercher des cerveaux, d'aller chercher des expertises que la DGA n'a pas forcément pour lui permettre de penser hors du cadre. D'où l'idée d'Emmanuel Kiva à l'époque de dire on va aller chercher des auteurs de science-fiction pour faire une Red Team, donc une équipe de méchants, pour penser les pires menaces pour la France et pour sa défense. Et ça a plutôt bien fonctionné. Pourquoi Red Team justement? D'où vient ce nom? Alors c'est un mot assez consacré, la Red Team, notamment dans le domaine cyber. Le Red Teaming, c'est prendre les habits des méchants, et donc c'est un mot en effet anglo-saxon, parce que c'est quelque chose qui a émergé plutôt dans le monde anglo-saxon, mais c'est vraiment un terme consacré. Et puis l'idée de s'appeler Red Team, c'était vraiment ce clin d'œil en termes de jeu, pour dire aux auteurs de science-fiction, vous êtes les méchants et vous allez devoir déstabiliser les armées. Et donc ce programme, c'était un programme expérimental qui a duré 3 ans, il y a eu 4 saisons, qui était vraiment très exploratoire. On a appris plein de choses, on a travaillé en effet avec des auteurs de science-fiction, avec des studios de cinéma, avec des illustrateurs, avec plein de gens qui n'avaient pas forcément l'habitude de travailler avec le domaine de la défense. Et puis cette expérimentation, elle s'est terminée en 2023. Et donc les conclusions ont été que à la fois c'était un programme qui était extrêmement intéressant pour les armées, qui permettait justement de penser le temps long dans la rupture, comprendre les angles morts, mais qu'il fallait aller plus loin. Et aller plus loin, ça voulait dire 2 choses. La première, il fallait s'ouvrir à des auteurs qui sont pas que des auteurs de science-fiction. Donc on a ouvert à des auteurs de polar, à des auteurs policiers, à des scénaristes. Donc on a encore ouvert plus largement le côté culturel et l'apport culturel au programme. Et puis la deuxième chose, c'était que on avait compris cet engouement qu'avait le secteur civil pour ces sujets de défense et de sécurité, puisqu'on a sorti des livres avec la Red Team qui ont été best-sellers. Donc l'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on intègre beaucoup mieux la société civile dans les questions et les réflexions d'avenir pour la défense. Et donc Radar, ça aussi, c'est l'occasion à des acteurs du monde civil, donc industriels, du monde scientifique, du monde technologique, de venir réfléchir à des questions de défense au sein d'un programme d'anticipation et de prospective de défense. Concrètement, l'un et l'autre, est-ce que vous pouvez nous raconter quelle est la méthode, comment les militaires travaillent avec des auteurs de science-fiction, avec des scientifiques? Comment ça se passait dans la Red Team? Quelle méthode vous avez mis en place pour travailler? Tu veux parler de ton expérience, Virginie? Alors, moi, j'en ai vraiment le souvenir d'une expérimentation à la fois scientifique et humaine assez extraordinaire, parce qu'effectivement, on est amené à travailler avec des experts militaires, et aucun de nous n'était des spécialistes, en fait, des problématiques militaires, mais effectivement, on apportait autre chose, le fait de ne pas connaître le mode de fonctionnement du monde militaire, de ne pas avoir les codes de langage et les grilles de lecture du monde militaire, c'était quelque chose d'extrêmement intéressant parce que nous, ça nous permettait en fait d'élaborer, d'imaginer des scénarios de science-fiction avec d'autres cadres de pensée. Donc, le premier contact, je trouve, était sur un plan à la fois scientifique et humain assez extraordinaire. En termes de méthode, en fait, on n'est pas dans de la prospective scientifique classique. Pour moi, on était plutôt sur une ligne de crête entre la prospective scientifique et l'enquête littéraire. En fait, on a réalisé des sortes d'ethnographie, je dirais, des mondes futurs. Et ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement, dans une démarche de prospective classique, on essaye en quelque sorte de faire des projections économiques, politiques, sociologiques, et de voir la forme que ça prendra. On essaye de raconter l'avenir de façon probable. Nous, on était plutôt dans l'exploration de futurs plausibles. Donc c'est totalement différent. C'est totalement différent, et en fait, la démarche consistait à construire des mondes
en posant une hypothèse de départ. Que se passerait-il, par exemple, si toutes les infrastructures technologiques s'effondraient? Que se passerait-il si les cyberattaques devenaient un moyen d'expression démocratique comme un autre? Que se passerait-il si, dans 30 ans, les citoyens étaient en mesure de pouvoir modifier la perception de la réalité comme ils le souhaitent? Donc, par exemple, un vegan pourrait choisir de gommer toute présence de boucherie dans les rues ou toute présence de viande dans les assiettes, par exemple. Donc voilà, quelles seraient les conséquences de cette balkanisation de la réalité? Donc notre travail, c'était vraiment, je dirais, de construire des mondes un peu comme des drosophiles de laboratoire, de faire des expérimentations et puis de voir effectivement si le social résiste à ces expérimentations et d'en déduire, à partir de ces mondes, les types d'adversité, les types de conflictualité, les morphologies de guerre possibles dans des mondes qui sont totalement différents. Ce qui est très différent de la prospective, on va dire, plus classique, où vous allez tirer des lignes à partir de l'existant. Et là, ce qu'ont fait les auteurs de science-fiction, et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont créé ce monde en se déconnectant totalement de l'existant, et donc c'est là où on a eu vraiment ces pas de côté, et ces ruptures qui ont pu être imaginées. Pour travailler sur les enjeux climatiques assez régulièrement, j'ai trouvé que l'horizon temporel que vous avez choisi, 2030-2060, il est assez proche pour la démarche que vous mentionnez, c'est-à-dire d'imaginer un futur totalement différent. Déjà, pourquoi avoir choisi cet horizon temporel? Et puis, comment réconcilier ces futurs plausibles, mais peut-être pas forcément évidents, avec un horizon temporel qui est finalement assez court? Alors, en tant qu'auteur de science-fiction, moi, c'est vrai que je me suis sentie totalement en phase dans cet horizon temporel, tout simplement parce que je crois qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus difficile de se projeter dans le futur qu'hier ou qu'avant-hier. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde qui est de plus en plus interconnecté. Donc le moindre battement d'aile de papillon, le moindre tweet, la moindre cyberattaque peut conduire à des déstabilisations extrêmement fortes. Donc ça veut dire qu'en fait, les outils classiques de la prospective sont limités parce qu'on ne peut plus penser en termes de futur probable, puisque tout peut arriver du jour au lendemain. On a des horizons, je dirais, prospectifs qui sont de plus en plus courts. Donc comment accompagner ces changements qui sont liés à la numérisation de la société? C'est peut-être d'utiliser des outils comme la fiction pour explorer des futurs plausibles et essayer, je dirais, de se préparer le mieux possible à l'incertain. Des militaires américains, on parlait de l'inconnu connu et de l'inconnu inconnu. Je trouvais que c'était un sujet intéressant parce qu'en fait, la prospective, c'est essayer de, vous l'avez dit, tirer les fils qu'on a aujourd'hui. Là, vous essayez de réfléchir à des signes noirs, c'est-à-dire des événements qu'on n'est pas capable de prévoir et qui arrivent et qui bouleversent complètement les paradigmes. C'est ça l'exercice que vous avez essayé de faire? Il y a vraiment une notion... Dans un exercice de prospective classique, on a une logique d'exhaustivité. C'est-à-dire le but, c'est vraiment d'aller chercher chaque paramètre, de l'analyser de manière très certaine et de l'extrapoler. La Red Team Défense et le programme Radar actuellement, leur but, c'est pas de dire on va vous faire une analyse 360 du monde de demain. On va vous dire, on va vous sélectionner quelques angles morts, des choses que vous auriez jamais imaginées ou vues avec vos méthodes classiques, et on va compléter votre réflexion. Et au ministère des Armées, évidemment, on a énormément de bureaux, de services qui travaillent à cette anticipation, à cette prospective, et donc ça fait une analyse extrêmement solide, robuste, mais ce qu'on voit bien, c'est que le pas de côté complet, cet angle mort, il continue à exister. Et donc pour penser l'incertitude, il faut des programmes comme Red Team et Radar, pour justement obliger le ministère des Armées à aller faire ce pas de côté, à penser différemment. Alors on va peut-être se dire, tiens, ça c'est complètement farfelu, ok, et puis on va s'apercevoir finalement en disant, non, c'était bien de l'avoir vu. À l'époque, justement, on pensait que c'était totalement décorrélé de la réalité, mais en fait, il y avait du vrai, il y avait quelque chose qu'il fallait creuser. Et si on l'a creusé avant, on est capable de l'anticiper. Et ça, c'est extrêmement important aujourd'hui de savoir créer des entités qui pensent hors du cadre de l'organisme, de l'organisation dans laquelle ils sont, et un des leviers pour sortir du cadre, c'est l'horizon temporel. Donc peut-être ça peut paraître proche, en effet, 2030, 2060, mais c'est assez loin pour que les gens qui y réfléchissent, en tout cas au sein du ministère, soient moins impliqués d'un point de vue organisationnel, hiérarchique, de gouvernance, parce qu'ils seront plus, on va dire, aux manettes dans 15, 20 ans, 30 ans, et ce sera plus leur problème. Et par contre, c'est assez proche pour pouvoir se dire il faut agir dès maintenant sur ces sujets-là.
Et peut-être aussi pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, on est aujourd'hui en présence de plus en plus d'incertitudes non structurées. On pense à la blockchain, on pense à l'agriculture de précision, on pense au numérique. En fait, on est en présence d'objets qui ne rentrent pas dans des catégories préétablies des domaines d'action publique. Donc, on a des sortes de dédifférenciation de ces domaines et de ces préoccupations. Ça veut dire que, par exemple, la blockchain, ça va toucher des préoccupations économiques, des préoccupations liées à l'énergie, liées à la vie privée. Ça va toucher aussi des préoccupations qui vont bouleverser les professions. Donc, on est en présence, en fait, d'objets qui sont de plus en plus nombreux et qui présentent, on va dire, des potentiels de rupture systémique énormes. Donc, quand vous parliez tout à l'heure, en fait, de ces incertitudes non structurées, on est complètement là-dedans. Donc, moi, je trouve qu'avoir un horizon 2030-2060, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet de prendre en compte les signaux faibles qui sont présents et qui très probablement auront évolué dans 20 ou 30 ans, mais sur lesquels on peut jouer en tant qu'auteur de science-fiction, et en même temps introduire des ruptures radicales, parce qu'on sait que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, on peut totalement changer de modèle de société. Donc moi, je trouve qu'en termes de jeu pour un auteur de science-fiction, c'est extrêmement stimulant, et je pense que même au niveau, je dirais, de la recherche scientifique, au niveau de la compréhension sociologique des mondes, ça peut apporter des éléments extrêmement structurants. La question sociologique est très très importante. On voit bien que la science-fiction, par exemple anglo-saxonne, elle est technocentrée. Donc on va prendre le cyberdéfense, on va prendre l'IA et on va tirer des scénarios à partir de cette technologie-là. En France, la science-fiction a ce côté holistique. On va travailler à la fois sur la partie philosophique, sur l'éthique, sur les sciences sociales, et on va le raccrocher au monde technologique et politique. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant pour le monde de la défense, parce que le monde de la défense, il se pense pas que dans un seul cadre militaire, il se pense à l'aune de l'ensemble des capacités d'une nation, d'un pays, à soutenir un effort de défense et à développer son antifragilité face à ses compétiteurs. Et donc c'est ce qu'on va retrouver dans l'analyse que font les auteurs de science-fiction. C'est vrai que le plus difficile, je pense, dans un exercice de prospective, c'est de comprendre, d'essayer de savoir comment les gens, comment les individus vont se relier aux institutions et aux collectifs. Dans un exercice de prospective, on essaye effectivement d'imaginer l'avenir économique, l'avenir technologique, l'avenir écologique, mais c'est très difficile de pouvoir comprendre, imaginer comment dans 20 ans, les gens seront reliés aux autres, comment ils développeront leur confiance dans les institutions. Et donc toute cette dimension, je dirais, émotionnelle de la cohésion sociale est quelque chose de très très difficile à construire à partir de la seule prospective. Et c'est vrai que l'exercice de la fiction, parce qu'on écrit des narrations, parce qu'on écrit des choses qui ont de la chair, ça permet aussi d'éprouver les relations de confiance et la cohésion sociale. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que des scénarios, vous en avez publié plusieurs, plus de 8, je crois. Dans la Red Team Défense, il y a 8 scénarios qui ont été rendus publics, et dans Radar, il y en a un scénario pour l'instant qui a été rendu public, qui s'appelle Épiplastie. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y en a qui n'ont pas été rendus publics, donc qui sont classés défense, on se doute pourquoi. Il y a dans tous ces scénarios, on voit, dans la plupart en tout cas, une dimension climatique. On a choisi, nous, de s'attarder sur le scénario qui s'appelle « Après la nuit carbonique ». Est-ce que, Virginie, vous pouvez nous raconter quel est ce scénario, quelle est cette histoire que vous avez construite, mais aussi comment vous l'avez construite, comment vous avez pensé cette histoire? Alors imaginez l'été 2035, un pic de température, un incendie dans un puits pétrolier, ensuite, une série de méga-feux ingérables, des centaines de milliers d'hectares brûlés, des pyrocumulonimbus, ces nuages constitués de cendres, de suie qui se forment, et puis des cendres qui plongent le monde dans une nuit carbonique qui dure plusieurs mois. Voilà, donc ça c'est le tableau de départ de ce scénario. Nous on était super contents. Et voilà, les dessinateurs du projet étaient très 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 contents, satisfaits de pouvoir imaginer et créer des graphiques autour de ça. Et donc après cette nuit carbonique, il y a une prise de conscience internationale brutale sur le fait que la décarbonation de l'atmosphère devient un impératif vital parce que la sécurité alimentaire est menacée.
Donc, 3 ans après, les États parviennent à signer un traité international de sobriété et de décarbonation énergétique. Donc, du tout fuel, on passe au tout électrique. Les énergies fossiles sont bannies du mix énergétique parce qu'elles sont à la fois coûteuses, polluantes et menaçantes. Au niveau politique, au niveau des États, c'est quelque chose qui va très loin. Parce qu'on passe finalement d'un État-providence à un État-énergie. Donc après le bien-être des populations, c'est finalement la décarbonation qui définit l'intérêt général. Donc là, on est quand même dans un changement de paradigme qui est assez fort et qui est assez puissant. Et en fait, chaque État dispose d'un département énergie qui a des prérogatives régaliennes et qui a finalement le pouvoir sur les autres ministères et surtout les domaines d'action publique. Donc on est dans quelque chose de totalement, je dirais, innovant sur un plan politique. Et on voit progressivement une gouvernementalité fondée sur la régulation de l'énergie qui prend place et s'institutionnalise un monde de sobriété énergétique maximale. Alors ça se traduit par un nouveau civisme. Chaque citoyen est redevable d'une sobriété énergétique, donc tout ce qu'il consomme doit être justifié. Alors ça touche effectivement l'échelle de l'individu, mais aussi les organes de la nation et aussi les usages militaires. Et donc là où c'est intéressant, c'est qu'un nouveau mode de gestion de l'énergie apparaît dans le monde militaire qu'on a appelé ENCON. Et en fait, Energy Condition. Voilà, Energy Condition. Et donc ça définit des niveaux de dépenses énergétiques autorisés selon la gravité de la menace. Donc sont mis en place des seuils en joule autorisés sur une échelle allant de 1 à 5, depuis donc des actions de prévention jusqu'à en fait des actions qui sont susceptibles de répondre à des menaces vitales. Donc voilà, d'une certaine façon, la façon dont est régulée l'action militaire. Alors ça, c'est pour le contexte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous nos scénarios sont construits à partir d'une même colonne vertébrale. On commence par construire un monde, et dans ce monde, on va ensuite raconter une opération militaire. Donc on a des scénarios qui ont 2 grilles de lecture. Tout d'abord, on pose finalement notre drosophile de laboratoire, et puis à partir de cette drosophile de laboratoire, on éprouve, on essaye de voir comment se développent des formes de menaces, des formes d'adversité. Donc on a vraiment 2 grilles de lecture dans nos scénarios. Et donc, on a voulu, dans ce monde, faire se confronter 2 modèles d'armée. L'armée du monde d'après contre l'armée du monde d'avant. Donc, en quelque sorte, une armée sobre contre une armée pas sobre. Parce qu'on voulait, en fait, sortir des réflexes narratifs qu'on trouve abondamment dans la science-fiction quand elle traite de l'énergie ou quand, en fait, elle aborde les problématiques de surexploitation des ressources naturelles. En gros, il y a 2 grandes tendances. Soit on tombe dans un imaginaire post-apocalyptique à la Mad Max de la guerre de tous contre tous parce qu'on est en situation de pénurie énergétique. Soit on est plutôt dans un modèle avatar, c'est-à-dire qu'on va être dans une espèce de quête d'énergie nouvelle, miraculeuse, qui permettrait d'aboutir à une nouvelle société. Donc nous, on voulait sortir en fait de ces 2 réflexes narratifs parce qu'en fait, ces imaginaires, ils véhiculent en filigrane des valeurs et des considérants moraux qu'on voulait pas injecter a priori dans notre expérience de pensée, parce qu'on est vraiment dans, si vous voulez, dans une manière de travailler qui est de produire des expériences de pensée. Donc on essaye de pas injecter, je dirais, des valeurs morales, des considérants éthiques a priori dans nos scénarios pour voir justement ce qui se développe. Alors la question que nous nous sommes posée, c'est que se passerait-il si on changeait un paramètre fondamental de notre société, qui est notre rapport à l'énergie? Alors ça nous sort des scénarios attendus parce que la singularité, c'est d'essayer d'imaginer une transformation civilisée de notre rapport à l'énergie. Alors civilisée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, cette transformation, elle va modifier la nature même de la puissance publique, qui va se mettre pleinement au service de la décarbonation et qui va, dans son mouvement, entraîner la société civile de manière non punitive. Donc on est vraiment dans un modèle de société qui est innovant au sens où on a voulu produire en fait un modèle de sobriété qui ne s'appuie pas sur une contrainte, sur quelque chose qui n'est pas voulu, mais sur en fait vraiment une prise de conscience
à la fois des pouvoirs publics et de la société civile que la situation nous oblige finalement à transformer notre rapport à l'énergie. Ce qui est tout à fait différent d'un cas de figure où on aurait une société qui réagit à une pénurie et qui soit va chercher une énergie miraculeuse, soit va se battre pour voler les énergies résiduelles. Donc on est vraiment dans un autre schéma. Donc ça, c'est une expérience de pensée qui est totalement fascinante pour les auteurs de science-fiction, parce que si vous changez le rapport à l'énergie, vous changez la société tout entière. Vous changez la façon dont les acteurs coopèrent entre eux, vous changez nos organisations, et puis vous êtes obligé de penser de nouveaux équipements. Et donc la conséquence, c'est qu'en fait, toute l'organisation des pouvoirs de la société est totalement remise en cause. Et ça, pour nous, c'est absolument génial. En fait, le rapport à l'énergie, c'est un fait social total. Ça veut dire que vous changez complètement de monde. Et donc, concrètement, qu'est-ce qui a changé dans ces scénarios-là pour les armées et est-ce que à ce moment-là, vous en avez discuté directement avec les militaires Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a commencé par produire un pitch qu'on a soumis à la Blue Team. Les militaires, les militaires, dans l'idée effectivement de voir leur réaction. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs réactions possibles. Il y a soit écoutez, là nos bureaux de prospective, ils ont déjà travaillé là-dessus, donc voilà, vous n'avez pas apporté grand-chose. Ou alors la réaction peut être écoutez, c'est très sympa d'avoir inventé la flèche, avoir inversé la flèche du temps pour penser aux opérations militaires, mais bon concrètement nous ça va pas être forcément très utile. Donc la difficulté de l'exercice, c'est de rester toujours dans un cône de vraisemblance, c'est-à-dire d'être dans un pas de côté par rapport à la prospective scientifique classique, mais de rester dans un cône de vraisemblance. Et c'est vrai que les échanges, les itérations avec la Blue Team permettaient ce travail, en fait, à la fois d'apporter quelque chose d'utile et de produire une insécurité dans la Blue Team, dire là vous touchez quelque chose, là on n'est pas totalement à l'aise, donc oui, allez-y, travaillez là-dessus, tout en, je dirais, ayant une confrontation au réel militaire. Donc ça, c'est quelque chose de difficile. Pardon, mais je vais me faire l'avocat du diable, mais par définition, l'armée, c'est la puissance. Quand une nation est mise en danger, on ne compte pas l'énergie qu'on va dépenser pour vaincre l'adversaire. Est-ce qu'une armée vraiment peut être parcimonieuse en énergie? Est-ce que ça, c'est de l'ordre du crédible ou c'est vraiment quelque chose qui est difficile à penser? Alors, ce qui était intéressant dans le travail des auteurs de science-fiction, c'était la mise en place de ces ENCON, donc ces Energy Conditions, qui étaient en fait liés à des traités internationaux. Et donc la France signait ces traités internationaux, donc de facto, ces niveaux d'énergie s'appliquaient, y compris au domaine militaire. Alors avec 5 niveaux, et en effet le niveau le plus élevé, c'était le niveau où en cas de guerre, de cataclysme, en effet les armées étaient autorisées à utiliser plus de capacité énergétique qu'ils ne l'auraient fait habituellement. Mais ça les bridait quand même énormément. Mais le but était vraiment de tomber dans cette réflexion. Que ferait un État qui a forcément est très engagé sur la sobriété énergétique et qui veut protéger le climat face à un autre État qui lui n'aurait aucune considération sur cette protection et qui utiliserait tous les atouts énergétiques qui sont à sa main. Et donc on a pensé, justement, ça nous a obligés à penser aux moyens, aux systèmes qui seraient intéressants de développer pour sur-innover par rapport à un acteur qui lui ne respecterait rien. Donc il y a eu toute cette réflexion par exemple sur les drones nourrices où finalement les soldats qui ont besoin de batteries au plus proche du champ de bataille puissent se recharger sur tous les secteurs on va dire de plots énergétiques qui existent déjà sur le territoire et ça veut dire standardiser un petit peu les moyens de se brancher, de se connecter, avoir des drones qui puissent amener les batteries un peu partout et eux-mêmes ces drones se recharger sur d'autres drones et donc avoir une répartition, une dissémination de l'énergie beaucoup plus forte en rhizome que ce qu'il n'est actuellement possible. Et puis il y avait aussi toute la manière de récupérer de l'énergie, d'où les capacités d'exosquelettes qui ont été imaginées où chaque soldat produit un petit peu sa propre énergie rien que en marchant ou en bougeant. Il y avait également il y a eu un travail assez fort sur les piles à combustible, l'hydrogène, la manière aussi de sortir des schémas carbonés classiques sur la manière de faire fonctionner les armées. Donc voilà, donc ça a permis finalement de se poser des questions, d'envisager des solutions et de les mettre au regard des technologies d'aujourd'hui et de demain.
Et justement, vous mettez en scène deux armées conventionnelles, j'imagine, qui s'affrontent avec des moyens énergétiques très différents. Comment vous avez imaginé le contexte j'allais dire géopolitique, mais finalement, si on sort tous du pétrole, est-ce que ces armées qui s'appuient sur le pétrole, elles ont derrière toute la logistique qui va avec? Ça change quand même énormément de choses. Et on enregistre ce podcast le 25 juin 2025. La situation sur le détroit d'Ormuz est un peu délicate. Donc, on imagine que ça donne aussi des avantages d'être complètement libéré de certaines chaînes logistiques liées au pétrole. Est-ce que vous avez, au-delà du scénario auquel nous, on a eu accès grand public, qui est très centré sur cette opération que vous présentiez, Virginie, est-ce qu'il y a eu d'autres schémas ou vous avez imaginé d'autres choses à côté sur ces sujets-là dont vous pouvez nous parler? Non, mais en effet, il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Après, le tout pétrole a des avantages en termes de rendement, de disponibilité, de standardisation. Et surtout, on est sur une technologie qui est éprouvée depuis des dizaines et des dizaines d'années, et donc vous avez des niveaux de complexité technologique qui sont extrêmement bien maîtrisés sur cette technologie-là. Donc maintenant, comment est-ce qu'on sur la partie électrique, sur d'autres sources d'énergie, on acquiert cette même capacité technologique? C'est une question, hein, et donc on essaie d'y répondre. Ça veut dire comment est-ce qu'on identifie déjà aujourd'hui les entreprises, les laboratoires de recherche en France, en Europe et dans le monde qui sont capables de soutenir ces technologies-là. Et oui, il y a dans le scénario de toute façon et dans la manière dont on l'a joué, il y avait des plus et des moins des deux côtés. Avec, il faut pas l'oublier, et Virginie l'a mentionné, si vous n'avez pas le soutien de votre population quand vous êtes une armée, ça commence à être très compliqué. Et donc il y avait aussi cette notion de dire un État qui respecterait aucune règle au niveau énergétique et qui de toute façon subirait le changement climatique, à un moment donné, sa population va se poser des questions quand même. Et donc comment est-ce qu'on rend ces populations-là plus sensibles, y compris si c'est des populations qui ne vivent pas dans des régimes démocratiques. Dans tous vos scénarios, je vais prendre quelques exemples, mais il y a une variable climatique qui est forte. Je prends le scénario P-Nation, qui est un scénario où, en gros, l'intérieur des continents se désertifie, et donc il y a des vagues de migration importantes qui font que sur les côtes va se développer une nation pirate. Mais il y a d'autres scénarios guerre écosystémique. Pourquoi le climat est aussi présent, et est-ce que vous pouvez nous parler des variables climatiques dans ces scénarios-là ? Alors moi, une chose qui me frappe, si on met effectivement à la comparaison les trois scénarios, la P-Nation, la guerre écosystémique et la nuit carbonique, c'est qu'en fait, on se rend compte que la façon dont les États s'approprient les préoccupations climatiques et énergétiques, ça retentit sur la façon de penser la morphologie des conflits. Et moi, c'est ça que je trouve très très fascinant si on compare en fait ces trois scénarios, c'est de voir dans la P-Nation, dans la nation pirate, donc ce scénario où on a essayé d'imaginer la naissance d'un État pirate, hein, donc constitué de migrants climatiques qui vont se regrouper sur des espèces de villes flottantes. Avec un hymne et un drapeau. Et avec un hymne, un drapeau et même une chanson. À boire. Et à boire. Ce que moi j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est de voir que finalement, par rapport aux transformations climatiques, la montée des eaux, se développe en fait une forme d'adversité qui est tout à fait particulière et qui est liée au fait que la problématique de la montée des eaux n'a pas été prise en charge en amont. Donc, on voit que la façon dont les États s'approprient, qu'elles le peuvent ou non, après, c'est pas du tout un jugement de valeur, mais ça détermine ensuite les types de conflictualité, les formes de conflit, et puis aussi le rapport à l'asymétrie. Parce que le rapport à l'asymétrie n'est pas du tout quelque chose de constant dans les scénarios. La nation pirate, au début, apparaît comme quelque chose d'extrêmement menaçant, mais en même temps un statut hybride, à la fois quelque chose qui peut requérir une aide humanitaire, et en même temps quelque chose qui apparaît comme étant insaisissable pour les États constitués, mais au fur et à mesure de l'évolution du scénario, on se rend compte que cette nation pirate, elle a envie de participer, je dirais, aux relations, aux rapports de force internationaux, et elle s'institutionnalise. Donc on voit aussi que la problématique de l'asymétrie n'est pas un allant de soi, n'est pas quelque chose qui est donné a priori, mais c'est quelque chose qui découle complètement de l'univers qu'on construit, et puis qui est susceptible aussi
d'évoluer au fur et à mesure du récit narratif. Donc c'est vraiment quelque chose que je trouve assez intéressant personnellement. Et pour rester sur ces facteurs climatiques, quels sont, vous, les facteurs qui vous semblent prégnants dans les désordres du monde futur ? On voit à chaque fois la désertification, les méga-feux. C'est quoi vraiment ce qui vous semble être les facteurs déstabilisants de manière massive ? Alors moi, je ne peux pas vraiment vous répondre parce que je ne suis pas experte sur les problématiques climatiques. Je peux vous parler des scénarios, de la façon dont nous avons mobilisé, je dirais, les enjeux alors pourquoi climatiques. vous avez retenu cela ? J'ai retenu parce qu'on a, en fait, sur les 8 scénarios qui ont été rendus publics, 3 traitent beaucoup plus spécifiquement des problématiques climatiques et environnementales. Donc, c'est effectivement, j'ai repris ces 3 scénarios et je trouve que c'est intéressant, en fait, de les comparer pour voir les formes d'organisation du pouvoir qui en découlent, les tensions à venir, et aussi ça permet de réfléchir à la relation entre, je dirais, la souveraineté énergétique, le changement climatique et l'état de guerre. Donc, en fait, nos expériences de pensée, elles servent à ça. Elles servent à mettre en exergue des configurations, des tensions qui peuvent être parfois effectivement déjà existantes, mais elles vont être amplifiées, ou alors en créer des nouvelles, et puis d'interroger ces tensions et de voir quels sont les types de rapports de force et quels sont finalement les leviers possibles pour le ministère des Armées. Oui, et puis il y a une focale commune à ces scénarios et qui pour le coup concerne directement le domaine militaire, c'est l'accès aux ressources. Parce que dès qu'il y a, on va dire, une dissymétrie dans l'accès aux ressources, il y a une conflictualité qui va en découler, tout simplement parce qu'il y a une course à la maîtrise de cette ressource, et qui dit conflictualité dit intervention militaire. Donc on a dans ces scénarios une étude très précise de la manière dont les pénuries ou le changement de telle ou telle, on va dire, ressource va amener des tensions géopolitiques ou ethniques qui vont être, on va dire, observés par le ministère des Armées pour se dire, si ça se produit comme ça, quels sont les leviers pour éviter que ça se produise, mais aussi si ça se produit, comment éteindre l'incendie, là, au sens propre. Est-ce que vous pouvez prendre des exemples qu'on matérialise ce que vous dites ? Sur la pénation, typiquement, donc il y avait cette particularité que les populations qui arrivaient sur les côtes étaient apatrides. Parce que les États ne souhaitaient pas, ne voulaient pas, et n'avaient pas la capacité justement d'absorber ce surplus de population qui venait et qui avait besoin d'accéder, comme tout le monde, à des ressources de vie basiques. Et donc ils étaient obligés de s'organiser et donc de créer leur proto-État, voire même des proto-États sur des polders, donc hors sol, en pleine mer, pour survivre. Et donc la question qui a été de se poser, c'est comment on fait face à des migrations massives, comment est-ce que on permet ou on évite justement que ces migrations massives arrivent par des mesures d'évitement, de soutien, ou de canalisation de toute façon de ces flux. Comment est-ce qu'on convainc les pays qui le subissent peut-être de faire une transition plus rapide ou d'apporter des solutions plus concrètes à ces sujets-là. Et puis il y avait la notion, là on le voit sur guerre écosystémique, comment est-ce qu'on maîtrise aussi les dérives biotechnologiques, comment est-ce que on comprend comment les mutations demain peuvent influencer des terrains vierges, les forêts notamment. Voilà, ça c'est aujourd'hui, très concrètement, ça a intéressé les questions militaires. Et puis ça intéresse aussi le domaine de la recherche scientifique et sociologique. Ouais. Parce que, par exemple, dans l'Happy Nation, on est vraiment en présence d'un État post-territorial, une nation aterritorialisée. Donc ça suppose aussi de réfléchir, c'est quoi un État, comment est-ce qu'on est membre. Enfin, il y a énormément de réflexions là-dessus. Et puis dans le scénario guerre écosystémique, moi, ce que j'ai trouvé complètement passionnant, donc c'est effectivement ce scénario où on part de l'hypothèse d'une démocratisation des manipulations génétiques. Donc chaque citoyen peut modifier son environnement. Alors évidemment, l'objectif c'est de le remédier positivement, mais ça aboutit à des choses qui peuvent être très compliquées. Ça, pardon, je fais juste une précision, c'est lié à CRISPR, c'est-à-dire que c'est déjà des choses qui sont en gestation, vous n'êtes pas complètement hors, parce qu'on commence déjà à avoir des biohackers, même si ça a peu de résultats pour l'instant, mais c'est...
Alors là, c'est vraiment, nous on est dans l'expérience de pensée. On n'est pas vraiment dans la prospective d'une technologie donnée, c'est vraiment le mode de l'expérience de pensée. Et l'idée, c'est de voir, quand au fur et à mesure de l'évolution du scénario, vous avez une accumulation d'actions sur l'environnement, certaines pouvant provenir effectivement d'actions belligènes, donc ça va amener à des écocides ou des choses qui sont effectivement très problématiques. Au bout d'un certain moment, il y a tellement d'actions qui sont exercées sur l'environnement que vous ne savez plus qui a causé quoi. Et donc ça nous oblige aussi à repenser l'idée de guerre comme affrontement entre deux volontés. Parce que vous voyez des dégâts, vous êtes obligé finalement d'essayer de réparer les dégâts environnementaux, mais vous n'êtes plus en mesure de définir qui a fait quoi et pourquoi. Est-ce qu'il y a une action intentionnelle derrière, ou est-ce que c'est le produit émergent lié à plusieurs actions antérieures? Et ça, c'est aussi extrêmement intéressant, cette idée de guerre sans cause. C'est-à-dire que finalement, on arrive à une guerre où on ne sait plus vraiment quelle est la cause, qui a causé ce dérèglement environnemental et contre qui on se bat. Et ça fait aussi naître de nouvelles compétences au sein de l'armée, c'est-à-dire qu'on va avoir des acteurs du génie qui vont avoir pour fonction d'opérer des remédiations environnementales, donc ils vont essayer de réparer l'environnement. Et je trouve que c'est aussi extrêmement intéressant parce que ça nous oblige à avoir une conception relationnelle de la défense et non pas essentialisée, c'est-à-dire cette idée que la notion de défense, elle est directement liée, sa définition est directement liée à la société dans laquelle elle est plongée. Ce n'est pas, je dirais, un concept percé, un concept qui est totalement, je dirais, indépendant de la société et des bouleversements technologiques auxquels on fait face. L'impression en fait que ça donne à la fois ce dont on a parlé, donc les changements climatiques, cette instrumentalisation du vivant, les enjeux aussi de technologie pure, parce que je crois que c'est dans P-Nation qu'il y a un ascenseur qui va... Un ascenseur spatial. Voilà. Il coûte 100 milliards d'euros. Voilà. Qui coûte très cher, alors qu'à côté, il y a des une fois que vous l'avez, c'est pas cher pour aller mettre des satellites en orbite. Hein, mais... Alors là, je vous crois totalement. C'est absolument pas mon domaine d'expertise. Mais en fait, ce que ça interroge tout ça, c'est quand même... Et du coup, je me tourne vers vous deux. C'est l'impression qu'un des grands changements qui sous-tend ces différents scénarios, c'est qu'on sort d'un paradigme où on savait que la géographie nous offrait certaines ressources à certains endroits. Et du coup, on a organisé un peu nos systèmes d'État-nation autour de ça, etc. Et là, on a... Le vivant est malléable et change, ce qui est peut-être la première fois que ça arrive à notre échelle humaine. Les ressources, pareil, les climats, pareil. Et finalement, c'est une redéfinition de nous, société humaine, dans un environnement, au sens large du terme environnement, qui change. Et c'est ça aussi que vous considérez, finalement, vous, Red Team, être un des grands facteurs à prendre en compte pour préparer la défense de demain. C'est un environnement qui change plus vite que à la fois les mentalités, les nations et les structures humaines. Et donc ça, dans la manière dont ça a été conceptualisé, c'est extrêmement intéressant et en même temps vertigineux, puisque ça montre bien que la prise de conscience ou la réactivité va moins vite que le changement qu'on constate. D'où cette nécessité d'anticiper et cette nécessité de produire des capacités technologiques, organisationnelles, industrielles et scientifiques qui sont capables d'accompagner ces mutations et ces changements climatiques aussi vite qu'elles se produisent. Et le point qui est extrêmement important et qui est un point, encore une fois, commun à l'ensemble de ces scénarios, c'est comment est-ce qu'on va parler à la population et comment on va convaincre les populations de cette mutation qui est à l'œuvre et qui change leurs habitudes avec eux une vision qui est forcément pas globale de ce qui se passe. Et donc les armées, de toute façon, n'agissent jamais seules et n'agissent pas en autarcie. Elles agissent au sein des populations, elles agissent au contact des populations, et elles ont besoin de toute façon d'avoir cette conscience citoyenne qui émerge pour pouvoir continuer à agir demain. Et notamment pour mobiliser les forces scientifiques, technologiques qui permettront de régler ces conflits-là dans les années qui viennent. Je vais être désagréable, mais c'est absolument passionnant comme sujet, mais concrètement, à quoi ça sert? Est-ce que le ministère des Armées a vu des répercussions? Ça fait depuis les années 2020, alors je crois que le premier scénario sort en 2020. Est-ce que concrètement, vous avez fait évoluer des doctrines, des armements? Est-ce qu'il y a des répercussions concrètes? Alors, oui. Premièrement, ce qui est important, déjà, c'est la prise de conscience.
Donc si on est là en train de se parler aujourd'hui, c'est que finalement il y a eu quelque part quelqu'un qui a dit ah mais c'est intéressant, on va s'interroger sur tel ou tel sujet, et donc ça a fait on va dire se poser des questions à l'ensemble des personnes qui pensent à ces sujets. Et donc nous, on maîtrise pas notamment les scénarios publics. Hein. En fait, on rencontre des entreprises, on rencontre des universités qui nous disent on a récupéré votre scénario et puis on en a parlé, ça a été l'objet d'un colloque, ça a été l'objet d'un serious game, et on en est très content. Mais cet effet, on va dire, de prise de conscience, déjà, je pense qu'il est très important, et je peux pas le quantifier, parce que les gens viennent pas nous voir pour me dire on a utilisé votre scénario, et tant mieux, autant qu'ils se l'approprient. Et ça, c'est la force de l'innovation. L'innovation, c'est que vous avez gagné une innovation si les autres se la sont appropriées. Si vous êtes en train de la soutenir en permanence, alors c'est pas une innovation, personne n'en veut. Mais si les gens se l'approprient, on a gagné quelque part. Et donc après, en termes de prise de conscience, Virginie parlait de la Blue Team tout à l'heure, donc cette équipe qui pense les réponses aux menaces qui sont amenées par la Red Team. Cette équipe, elle est au sein du ministère des Armées, et surtout les personnes qui sont membres de cette Blue Team, c'est pas un travail à plein temps, ce sont des gens qui font ça en plus de leur mission, et leur mission c'est de penser l'avenir du ministère des Armées, en termes capacitaires, en termes organisationnels, en termes opérationnels. Donc vous avez des gens des armées, vous avez des gens des ingénieurs de la Direction Générale de l'Armement, vous avez des analystes de la Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie, et donc tous ces gens-là sont déjà en train de penser l'avenir du ministère. Donc vous pensez bien que lorsqu'ils vont voir les scénarios ou qu'ils vont réfléchir aux scénarios, ça va venir alimenter leur réflexion. Donc il y a ces changements qui sont en fait assez naturellement poussés dans les réflexions. On va en termes de réflexion, par exemple, les travaux qui ont été menés sur le porte-avions nouvelle génération, il y a certains scénarios de 2020 pourtant qu'on nourrit les travaux programmatiques en termes de sobriété, en termes de protection périmétrique, et tous ces travaux de réflexion aujourd'hui se traduisent concrètement dans certains programmes. Pardon, au néophyte que je suis, ces termes-là, qu'est-ce que ça veut dire, protection périmétrique ou sobriété? Si vous avez regardé un petit peu ce qui s'est passé en Ukraine récemment, notamment ces jet skis téléguidés à distance et qui ont fait pas mal de dégâts à la flotte russe, c'est des choses qui finalement étaient peut-être impensées. Et on l'a bien vu, ça a choqué pas mal de gens dans le monde civil et militaire de se dire finalement un jet ski détourné, dronisé, ça peut faire beaucoup de dégâts si on n'a pas prévu les moyens de le détecter, parce que ce sont des choses qui vont très vite mais qui sont très petits comme objet et sur lesquels on n'a pas forcément prévu, si on l'a pas pensé, des moyens de détection. Donc ça, typiquement, nos amis de la Red Team y ont pensé. Et donc ça a permis de concrétiser des menaces qui étaient impensées, de les jouer et de se dire est-ce qu'on a prévu les équipements qui permettent de détecter ou de contrer ce type d'attaque. Voilà. Après sur les réponses plus environnementales, pareil sur le porte-avions nouvelle génération. Alors on n'a pas forcément attendu la Red Team pour le penser, mais par exemple il aura besoin de 10% de combustible en moins pour naviguer, avec pourtant des catapultes qui vont consommer plus d'énergie parce qu'elles seront électromagnétiques. Mais on voit bien que cette notion de sobriété, de maîtrise des écosystèmes énergétiques, elle est très ancrée dans le ministère, et les scénarios de menaces permettent de renforcer cette réflexion. Puis je pense aussi que ces scénarios ont une utilité à la fois dans le monde de la recherche et aussi dans le monde de la décision publique, parce que c'est une invitation peut-être aussi à penser les rapports de force plus seulement sous l'angle des autorités instituées, en ayant en fait pour cadre la hiérarchie des normes, mais à déplacer un peu le regard et à se focaliser sur les flux d'énergie. Le scénario sur la sobriété énergétique, en fait, c'est une invitation à penser les rapports de force à partir de la circulation des énergies. En fait, l'armée qui gagne, c'est l'armée qui arrive à gérer le mieux son énergie. Le scénario chronique d'une mort culturelle annoncée, là, on était plutôt dans un univers de guerre cognitive poussée à l'extrême. Et là, ce qui était intéressant, c'était la guerre des données. C'était l'emprise informationnelle. Et en fait, pour moi, ces scénarios, c'est vraiment une invitation peut-être à déplacer un petit peu le regard, on va dire, de la hiérarchie des normes, des grilles de lecture juridiques classiques pour décrire le monde, vers quelque chose de plus fluide, que ce soit la circulation de l'énergie dans un contexte de sobriété, ou alors à travers la circulation des données dans le monde aujourd'hui qui est marqué par une très forte dérégulation du marché de l'information. Et ça, c'est quelque chose, moi, je trouve, qui est vraiment une révolution conceptuelle. Et puis le deuxième point,
Alors ça, c'est une anecdote un petit peu plus personnelle. J'ai relu il y a quelques mois l'ouvrage de Margaret Atwood, La Servante écarlate, et je me suis rendu compte, donc en sciences politiques, on a une sous-discipline qui s'appelle la transitologie. Et la transitologie, en fait, c'est l'étude du passage des systèmes autoritaires vers des systèmes démocratiques. Donc, voilà, c'est un champ d'études qui essaye de comprendre comment ça se passe, etc. Mais on a très peu d'études sur la façon dont des démocraties libérales peuvent brutalement basculer ou passer sur des modalités de régime un peu moins sympathiques. Et je pense que c'est un point aveugle qu'on a dans la recherche scientifique, et la fiction nous donne, on va dire, des éléments peut-être d'inspiration pour mieux comprendre ces transitions. Donc je trouve que ça permet aussi peut-être d'éclairer des points aveugles que probablement inconsciemment, nous, chercheurs, plaçons dans nos études. Vous mentionnez Margaret Atwood et La Servante écarlate, qui a fait beaucoup, en tout cas qui a eu beaucoup d'écho au moment où Trump est devenu président des États-Unis, pour son premier mandat. Vous avez aussi mentionné ces flux énergétiques et ces flux de données. En fait, depuis 2020 et depuis cette première saison de la Red Team, il y a eu le déclenchement de la guerre en Ukraine avec là aussi une question des flux d'énergie qui devient un enjeu de souveraineté. Il y a l'IA qui prend une place complètement différente. Est-ce que vous avez fait, je ne sais pas si c'est un bilan, une évaluation du nombre d'intuitions qu'il y a dans ces scénarios et qui ont eu lieu en 5 ans, donc qui est quand même un horizon temporel très court. Alors ça a montré qu'on était très très mauvais en termes d'anticipation, parce que quasiment à chaque fois on n'avait que 6 mois d'avance. Donc il faut qu'on travaille encore un peu mieux. Mais votre remarque est très pertinente dans le sens où il y a beaucoup de paramètres qui ont été pensés par nos auteurs. Je pense au métaverse de Mark Zuckerberg, je pense en effet aux problématiques de l'IA, aux problématiques énergétiques qui ont été pensées par les auteurs et qui se sont révélées dans l'écosystème mondial quelques mois, années après. Et donc on voit bien que aujourd'hui, penser l'inconnu, ça ne nous donne que 6 mois, 1 an, 3 ans d'avance. Et donc il faut qu'on continue à travailler, notamment avec Radar, à des outils qui nous permettent d'anticiper encore sur un plus long terme, mais ça on n'y peut rien. Voilà, on a des auteurs qui sont trop bons sur le court terme et l'anticipation, mais voilà, il faut qu'on élargisse encore notre capacité à avoir des angles morts. Et après sur la relecture des scénarios qu'on peut faire, un scénario qui a 5 ans, se dire qu'est-ce qu'on n'a pas vu, qu'est-ce qui s'est révélé, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet aussi de concrétiser l'exercice, de dire mais regardez, il l'avait vu, donc écoutez ce scénario ou regardez ce scénario, interrogez-vous avec ce type d'exercice parce qu'il y a une vraie prise de conscience concrète dans quelques années de ces sujets. Et puis en termes énergétiques, sur l'IA par exemple, un des points de rupture aujourd'hui sur l'intelligence artificielle générative, c'est se dire sur les algorithmes de calcul, on voit bien qu'il y a deux mondes qui s'affrontent aujourd'hui. Le monde de l'ultra puissance de calcul, c'est celui qui a le plus gros calculateur qui va gagner. Et puis France, qui est un grand pays de mathématiciens, c'est comment est-ce qu'on crée des algorithmes qui sont moins énergivores, beaucoup plus intelligents, et qui finalement, avec des puissances de calcul bien moindres que ce qui existe aujourd'hui chez nos compétiteurs, on est capable d'avoir les mêmes résultats, voire des résultats meilleurs. Donc on voit bien que il y a des solutions aujourd'hui qui peuvent être emmenées par la vision, la lecture de ce type de scénario. Moi, il y a un sujet qui m'a stupéfait quand même, parce que je ne vais pas trahir de secret, mais ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois qu'on prépare cette interview. Et là, donc on est le 25 juin 2025, il y a 12 jours, j'ai eu l'impression de lire un de vos scénarios, c'est le scénario d'hypervélocité, où il y a des hyper-forteresses, et en gros, c'est à peu près, enfin moi, alors je connais pas extrêmement bien le scénario, mais c'est le sentiment que j'en ai eu, c'est deux puissances qui s'affrontent à distance. Là, en l'occurrence, c'était l'Iran et Israël, avec la balistique et l'hypervélocité dans vos scénarios. Ça, pour vous, ça vous a frappé quand vous avez vu ce conflit? Vous avez vu des choses que vous aviez anticipées quelques années auparavant? Alors, de toute façon, cette logique de guerre à distance et de capacité balistique largement, on va dire, qui impriment des différences largement plus fortes que ce qu'on a observé les dernières années, c'est des questions que se posent les militaires tous les jours. Alors, l'hypervélocité, c'est un point encore au-dessus, c'est-à-dire que c'est de la manœuvrabilité à très très haute vitesse. Je pense pas que dans le conflit actuel, on ait encore vu ce type de manœuvrabilité, mais ça s'anticipe, ça vient très vite, et cette question aussi de dilution des frontières, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé
de franchir la frontière avec des troupes pour instituer un climat de conflictualité total. Et donc là, il y a cette guerre à distance, en effet, et ces bulles, ces châteaux forts modernes, finalement, qui sont ces bulles d'interdiction et qui permettent, alors côté israélien, avec l'Iron Dome notamment, et qui permettent de protéger des villes, de protéger des espaces de manière complètement fermée et de manière sans murailles. Voilà, ce sont des murailles de missiles en fait qui permettent d'intercepter. Et donc ça aussi, c'est intéressant en termes de prise de conscience, de démonstration de force et de compréhension des conflits de demain, évidemment. Et donc vous parliez tout de suite de radar et de ce que va devenir la suite. En fait, donc qu'est-ce qui va se passer dans radar? Est-ce qu'il y aura d'autres scénarios? Et voilà, est-ce que vous avez déjà quelques éléments à nous donner sur la suite de la scénarisation et de cet exercice d'anticipation? Alors, dans la Red Team Défense, on a été très vite. C'est-à-dire qu'on faisait 2 scénarios publics quasiment par an. Ouais. Et donc, il faut aussi pouvoir digérer, entre guillemets, ces scénarios, les intégrer aux réflexions du ministère des Armées. Et donc, Radar, il a voulu, en effet, peut-être se dire, on va prendre plus le temps d'analyser nos scénarios, plus le temps de les intégrer dans nos réflexions. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans Radar, eh bien, on devient un peu plus sobre. Et donc, on a fait un scénario l'année dernière, un seul, qui s'appelle Épiplastie. Et ça a permis d'entraîner tout un tas d'ateliers de travail qui ont eu lieu tout au long de l'année 2025. Le dernier s'est terminé il y a à peine 3 semaines, et qui ont permis de réfléchir à des concepts ou des problématiques qui étaient autour de ce scénario Épiplastie, qui était une bactérie mangeuse de plastique qui échappe à tout contrôle. Alors elle était bien cette bactérie parce qu'elle permettait de tuer le plastique qui était dans les océans, sauf que elle s'est attaquée à tous les plastiques dans le monde. Et donc on a eu des ateliers de travail, et cette fois-ci ces ateliers ils ont été ouverts à des industriels de la défense, à des industriels du secteur civil, à des laboratoires de recherche. Donc on a eu vraiment beaucoup plus de foisonnement intellectuel qu'on pouvait l'avoir avec la Red Team, et on va présenter le résultat de ces travaux lors du Forum Innovation Défense qui a lieu en novembre 2025, qui approche, et on aura plusieurs thématiques, notamment par exemple la thématique sur être en bonne santé demain. Finalement c'est un facteur de supériorité opérationnelle pour les États demain. Voilà, la question de l'information, on en a parlé. Voilà, la question de l'industrie également demain, comment on produit différemment, mieux, de manière décentralisée demain au niveau de l'industrie, et pas que l'industrie de défense. Et donc on a un livre, un rapport de menaces qui va s'appeler Radar 2035, qui sera présenté lors de ce Forum Innovation Défense. Et ce sera un peu la Bible qui permettra de continuer à travailler sur ces sujets-là, et pourquoi pas, en 2026, avoir un nouveau scénario de menace qui, on l'espère, aura du succès et permettra de continuer à penser l'inconnu connu et l'inconnu inconnu. Dernière question. Quel écho ont eu ces travaux à la fois dans les armées, dans le ministère, et est-ce qu'il y a des armées étrangères qui s'intéressent, parce que vous disiez que c'était à peu près unique au monde, est-ce qu'il y a des armées étrangères qui se sont intéressées à ces travaux-là? Alors on travaille beaucoup avec l'OTAN sur ces sujets-là. Donc on a aussi travaillé avec le Pentagone, on travaille avec le ministère de la Défense au Royaume-Uni. Donc il y a vraiment un partage, notamment sur les scénarios climatiques. Voilà, on a vraiment un partage qu'on fait avec nos alliés sur ces sujets-là. C'est aussi en effet un moyen de fédérer des communautés au sein du ministère des Armées, des gens qui n'ont pas l'habitude de se parler habituellement et qui finalement vont se retrouver autour d'un scénario pour penser des solutions. C'est des choses qui sont quantifiables aujourd'hui. On a beaucoup de retours des armées, directions et services qui utilisent des scénarios. Alors, on l'a vu à l'école de guerre notamment, ou à l'IHEDN, où certaines sessions ont été faites avec en introduction des scénarios de la Red Team ou un scénario de radar pour dire on pose une réflexion et on essaie ensemble de construire une réponse et de voir quels sont les faisceaux demain de résolution et de compréhension de ces écosystèmes. Merci beaucoup à tous les deux pour votre temps. C'était un grand plaisir. C'était un grand plaisir. On espère que vous avez tout compris. Parfait. Un grand merci et à bientôt.